association de produits. Ici, sur Google Analytics, vous avez la possibilité d'associer Analytics avec d'autres produits de Google et notamment Google Ads. Donc oui, quand vous faites des campagnes payantes sur Google Ads, c'est par là qu'il faut le faire. Donc association de produits, Google Ads, c'est assez simple. Dans Google Ads, vous avez le numéro de votre compte et il faudra tout simplement cliquer ici, nouveau groupe d'association, renseigner le numéro de Google Analytics que vous avez, ou sinon du coup choisir celui qu'il vous propose parce que Google Analytics va détecter avec quel compte Google vous êtes connecté et il va déjà vous proposer des comptes Google Ads associés. Donc effectivement, de préférence, il faut que vous soyez utilisateur de Google Ads et Google Analytics à partir du même nom, à partir du même compte utilisateur Google, hein, pour que tout se passe correctement bien. Donc, et après, il vous faut juste choisir un numéro qui correspond à votre compte et cliquez sur continuer et voici, le tour est joué. Donc c'est assez simple. Après, vous avez aussi la possibilité de faire une association avec les produits Google comme AdSense ou AdExchange. Ce sont des outils Google qui sont faits justement pour monétiser son site. Oui, si vous souhaitez afficher les annonces d'autres personnes, d'autres annonceurs sur votre site et vous souhaitez donc avoir une commission au clic ou au vu, c'est par là qu'il faudra passer. Et après, vous avez tout simplement la liste de tous les produits que vous pouvez associer avec Google, notamment donc Google Ads on a vu, mais ce qui est intéressant, c'est Google Search Console. Google Search Console, c'est le produit qu'on a vu, produit de Google qu'on a vu le premier ou le deuxième cours, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'est un outil qui est créé exprès pour analyser le référencement naturel d'un site internet. Donc Google Search Console, il est là. Il faut, donc là, dans mon cas, il est déjà associé, hein, parce que la case est cochée. Dans votre cas, il faudra le faire et c'est assez simple. Encore une fois, il faudra cliquer sur un bouton associé Search Console. Pareil, de préférence, il faut que vous soyez connecté avec le même compte Google Analytics et Google Search Console, hein, pour que l'utilisateur soit le même. Et comme ça, l'association va se faire correctement. Pareil, il s'agit tout simplement de sélectionner une vue et puis de bien choisir le site qui correspond au niveau de Search Console à votre compte Google Analytics. Voilà, donc c'est très simple, vraiment, il faut juste suivre les étapes qui sont proposées pour faire association avec Search Console. Parmi tous les produits, à part Google Ads et Google Search Console, les autres ne sont pas super intéressants pour nous. En tout cas, il faut voir, hein, peut-être pour vous, peut-être, en tout cas pour moi dans ma pratique, c'était pas récurrent. Imaginons vous avez une application et dans ce cas-là effectivement ça sera intéressant d'associer Google Play avec Google Analytics ou si vous faites pareil comme j'ai dit les annonces sur votre site, donc là vous pouvez associer avec AdSense ou AdExchange, etc. Donc à vous de voir, mais les principaux c'est Google Ads et puis Search Console. Donc ça on a vu. Après, donc si je continue, si je descends un petit peu plus bas, donc Postbacks, donc ça c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Ce qui peut être intéressant, c'est la définition d'audience. Donc tout à l'heure, ou plutôt dans la vidéo dans la première vidéo, je vous ai parlé des audiences et je vous ai parlé aussi des campagnes de remarketing. En fait, une campagne remarketing, si vous vous rappelez bien, c'est une campagne qui va cibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site par un moment ou un autre, qui ont visité telle ou telle page de votre site, la page d'accueil, la page solution, la page contact, la page tarif, etc. Et vous, ils ont visité la page de tel produit et après, ils partent de votre site et pendant leur navigation sur d'autres sites, ils peuvent voir vos annonces. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle remarketing. On les retarget. On peut dire aussi retargeting, donc c'est la même chose. Hein, c'est juste des termes qui sont synonymiques, remarketing, retargeting, etc. En tout cas, sur le compte Google Analytics, ça s'appelle remarketing. Et donc, pour créer la campagne de remarketing, c'est par là qu'on commence. D'abord, il faudra définir une audience. Une audience, c'est-à-dire, il vous faudra dire pour
telle ou telle personne qui est venue sur mon site, sur une page spécifique de mon site ou sur mon site en général. Je vais créer une audience qui va être dynamique, donc c'est-à-dire les gens, les données vont arriver sur cette audience et au bout d'un certain temps, quand ça va expirer, quand la durée de vie de cookies Google Analytics, qui est par défaut de 30 jours, va expirer, du coup ces données-là vont disparaître, mais les nouvelles vont rentrer au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on appelle des audiences dynamiques. Et donc pour les créer, vous allez ici dans type d'audience. C'est très simple, vous allez dans type d'audience. Vous sélectionnez du coup déjà source d'audience, c'est toutes les données du site web, donc c'est votre vue de Google Analytics par défaut. Et là, vous activez le remarketing. Donc dans la première vidéo, on a vu un endroit où on pouvait activer le remarketing. Donc vous voyez, si vous ne l'avez pas activé là-bas, si vous avez oublié, il n'y a pas de problème. S'il vous faut faire du remarketing, vous pouvez toujours l'activer ici. Activer remarketing, OK. Et étape suivante, une fois le remarketing est activé, donc là, vous choisissez déjà les comptes de destination de l'audience, c'est-à-dire ici, vous choisissez votre compte Google Ads, parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'on crée les campagnes de remarketing pour l'objectif, comme objectif de créer une campagne payante sur Google Ads. Donc du coup, on ajoute des destinations au niveau de compte Google Ads. On choisit le bon compte ici. Donc Google Ads, voici, il est là en question. Et puis, on va activer le remarketing. Donc voici, ça a été fait. Une fois le remarketing est activé, donc là, il me propose l'étape suivante déjà d'aller créer une nouvelle campagne. Mais je ne vais pas le faire. Je vais créer plutôt une autre audience. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, je vais ressortir de là, parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, ça a fait activer l'audience, activer remarketing, pardon, et ça m'a créé une audience par défaut qui est tous les utilisateurs de mon site. Donc, c'est-à-dire là, aujourd'hui, si je lance une campagne de remarketing sur mon compte Google Ads, je vais toucher tout le monde qui est passé par mon site, n'importe quelle page, n'importe quel endroit, combien de temps il est resté, etc., etc. À partir du moment où il est arrivé sur mon site, il va être susceptible de voir mon annonce, d'accord? Donc ça, c'est un peu large et effectivement, remarketing peut être un peu plus ciblé. Par exemple, on va préparer des annonces spécifiques pour les gens qui ont visité ma page tarif ou pour les gens qui ont visité ma page société ou qui étaient sur la page de demande de démo mais ils n'ont peut-être pas abouti. Ou au contraire, si on parle d'un site e-commerce, oui, on va cibler les gens qui ont visité par exemple une telle catégorie de produits, on va leur afficher une publicité un peu plus pertinente, oui. Donc, dans ce cas-là, avec cet objectif-là, je ne vais pas aller sur une audience qui va prendre tous les utilisateurs de mon site, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui ont visité mon site, mais je vais créer une nouvelle audience, ici, nouveau type d'audience, et je vais sélectionner un certain nombre de filtres. Donc déjà, la source d'audience, c'est tout mon site. Donc maintenant, vous voyez ce qui est proposé. Déjà, ce qui est proposé, c'est une liste intelligente. Tous les utilisateurs, nos utilisateurs connus, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses par défaut. Vous pouvez choisir ce que je conseille, en tout cas pour commencer, pour bien comprendre comment ça fonctionne, les utilisateurs ayant consulté une section spécifique de mon site. Oui, par exemple, la page d'accueil, la page panier, la page chemise, etc. Donc, on sélectionne cette étape-là. Et par défaut, c'est la page qui contient que slash. Donc, c'est-à-dire, c'est que par défaut la page d'accueil. Donc ici, tout de suite, je vois combien d'utilisateurs étaient connectés sur ma page d'accueil au cours des 7 derniers jours. Donc, pas le mois, mais 7 derniers jours. Donc, 145 personnes en moyenne sont venues sur cette page-là pendant les 7 derniers jours. Donc, maintenant, je peux cliquer sur le crayon et aller affiner un petit peu ce filtre. Donc, c'est-à-dire, je peux sélectionner les personnes dans mon audience de remarketing, c'est-à-dire, je vais sélectionner les personnes que je vais recibler par mes annonces en fonction des pages visitées. Là, on voit que la page qui contient
slash, donc page d'accueil, mais après, comme Google Analytics, il connaît toutes les pages de mon site, déjà j'ai une certaine liste. Par exemple, je souhaite prendre tous ceux qui ont visité une page spécifique, donc c'est-à-dire cette page-là, logiciel BDES. Voilà, je vais prendre toutes les personnes qui ont visité la page logiciel BDES. Donc, je prends ici mon URL. Vous voyez, il correspond tout à fait à mon URL, un vrai URL de mon site. Je peux m'arrêter là en cliquant appliquer. Et là, vous voyez, ça a baissé largement. Oui, donc tout à l'heure, on était à 145, mais il s'agissait de la page d'accueil. Tandis que là, pour une page un peu plus profonde, j'ai un peu moins, vraiment très peu de visites. Mais c'est pas grave, c'est juste dans le titre d'exemple. L'objectif, c'est vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire là, ok, je suis à peu près à 9 visiteurs par semaine. Donc, c'est-à-dire, dans mon audience, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais s'il me faut absolument les gens qui ont visité que cette page, eh ben, je vais la prendre. D'accord? Après, on peut aller un peu plus loin et on peut, par exemple, rajouter d'autres pages. Donc, les gens qui ont visité le logiciel BDES ou et. Donc là, vous avez le choix entre ou et. Donc, ou par exemple, la page qui comporte pilotage RH ou la page qui ont fait cette page, qui ont visité cette page, ou encore les gens qui ont visité par exemple n'importe laquelle, par exemple cette page. D'accord? Donc voilà, j'ai fait un choix un peu plus large, donc c'est-à-dire je ne me suis pas focalisée sur une seule page mais sur 4. Donc à chaque fois je mettais ou et j'applique, et du coup là j'ai un peu plus de monde. Si je mettais pas ou mais et, qu'est-ce que ça change? Donc pour supprimer, c'est le moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si je mets et au lieu de ou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là, hop, je vais sélectionner déjà, vous voyez, Google me propose d'autres actions d'événements. Donc là, je peux pas choisir tout simplement la page. Si je peux quand même sélectionner que la page, alors page tout court. Donc là, vous voyez, Google Analytics, il y a beaucoup de choses et il faut surtout pas se tromper dans des choses qu'on cherche, et des fois ce qu'on cherche c'est pas disponible. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, si je mets et, donc là, il faut que je fasse un filtre supplémentaire. Donc par exemple, le temps après recherche, le temps à l'écran ou le temps passé sur la page. Prenons ça comme exemple. Donc par exemple, je prends dans mon audience tout le monde qui a visité la page et qui ont passé par session, par exemple, plus de ou égal à ou moins de, etc., de, imaginons, 10 secondes. Donc par défaut, c'est en secondes que ça se calcule, d'accord? Et appliquons. Du coup là, j'imagine, je serai à 0. Oui, parce que déjà on était à 9, tout simplement pour la visite de la page. Donc ceux qui ont passé 10 secondes, donc effectivement c'est un peu juste, donc on va dire oui. Par contre, si je mets temps passé sur la page plus que 10 secondes, donc là je tombe à 8 personnes. Tout à l'heure j'étais égal 10 personnes, donc c'est pour ça que j'étais à 0. Donc vous voyez la différence entre ou et. Quand je mets et, c'est-à-dire ces deux filtres qui sont obligatoires pour mon audience. Tandis que quand je mettais ou, donc c'était soit ce filtre, soit ce filtre, soit ce filtre. Voilà, ça c'est la différence. Donc ok, on va dire que ça me va en tant que configuration de l'audience. Maintenant, on regarde la durée de validité. Durée de validité, par défaut, vous voyez, c'est 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 30 jours, l'internaute fait partie de l'audience et du coup il peut voir votre annonce quelque part. Il se balade sur le web, il va sur un autre site et il va voir votre annonce. Donc il doit s'agir d'un nombre entier compris entre 1 et 540 jours. Donc effectivement, 30 c'est la moyenne et c'est ce qui est recommandé pour pas trop surcharger, énerver on va dire votre audience.
Vous pouvez baisser jusqu'à 15 jours par exemple, ou vous pouvez augmenter jusqu'à 540 jours. Effectivement, c'est pas conseillé parce que ça fait 1 an et demi. Donc c'est-à-dire là, on est vraiment hyper intrusif. Donc là, on va rester sur les moyennes de 30 jours. Nom de l'audience. Donc là, je vais mettre visiteur, page logiciel BDES. Donc là, j'ai mon de plus de 10 secondes. Ouais, voilà. Donc comme ça, j'ai donné le titre et je clique sur étape suivante. Là, il me propose d'aller voir le compte Google Ads auquel je souhaite diriger cette audience. Par exemple, je sélectionne mon compte Google Ads ici, publier. Et ce qui va se passer, l'étape suivante, donc là Google vous le dit lui-même, quelle est l'étape suivante? C'est de créer une campagne de remarketing dans Google Ads. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait réellement? On a créé une audience avec les filtres sur Google Analytics. Google Analytics, il possède toutes ces données-là sur les gens, quelles pages ils ont visité, combien de temps ils sont restés, etc. Donc une fois j'ai créé cette audience sur Google Analytics, je l'ai transférée à mon compte Google Ads. Donc c'est-à-dire déjà le lien entre les deux est nécessaire et je l'ai transféré sur mon compte Google Ads. Donc c'est-à-dire maintenant cette audience elle est disponible sous le même nom que j'ai donné tout à l'heure. Elle est disponible sur Google Ads et je peux aller créer une campagne remarketing parce qu'il y a un type de campagne qui s'appelle comme ça remarketing sur mon compte Google Ads. Et l'étape suivante, pour aller plus facilement, donc je clique ici, créer une campagne, et ce qui va se passer, c'est que maintenant, Google Analytics va me basculer vers le compte Google Ads. Il faut juste que je sélectionne du coup le bon compte. Et je vais arriver à l'étape de la création de mon annonce, ou plutôt de ma campagne de remarketing. Donc je laisse charger. Donc là, ça charge. En fait, non, il m'a atterri juste sur la page générale, sur la page générique de la création d'annonces, sur le tableau de bord. Mais l'objectif ici, donc voilà, l'étape suivante, c'est d'accéder à Google Ads et commencer à utiliser ce type d'audience et créer donc une campagne de remarketing. Voilà, créer une campagne de remarketing en ciblant cette audience. Voici l'objectif de cette campagne, de cette audience, de tout ça, ce qu'on a fait sur Google Analytics. Alors, j'espère que ça c'est clair. Donc, si c'est pas clair, vous allez pouvoir me poser des questions quand on va se reconnecter. Mais cette partie peut être intéressante pour ceux qui veulent tester le remarketing parce que ça peut plutôt bien marcher. Donc, il faut tester. Et pour vous rappeler d'où on est parti, parce qu'on est parti un peu de loin, on était dans la Google Analytics, dans administration, dans la deuxième partie qui est propriété, et ici dans la partie définition d'audience, type d'audience. D'accord? Donc voici d'où on est parti. Voici côté propriété. Donc le reste c'est pas intéressant, c'est pas important, donc c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. En tout cas en marketing, donc si on va pas trop dans le technique, on va pas plus loin que ça. Et après, on a la vue. Donc la vue, c'est la troisième colonne qui correspond à une vue, donc c'est-à-dire des données. Donc par défaut, une vue qui est créée à chaque fois que vous créez une propriété, c'est toutes les données du site web. Donc ça, c'est la vue par défaut. Vous voyez, donc pour le site en question, j'ai une seule vue qui reprend toutes les données de mon site. Après, je peux toujours créer une autre vue avec des filtres. Donc, c'est-à-dire, il faudra que je crée les filtres ici pour aller les appliquer et créer une vue ici. Donc, je vous donne quelques exemples de vues. Par exemple, sur votre site, vous avez un onglet blog ici. Donc, tous les articles de blog peuvent être réunis
dans une vue, d'accord? Donc, c'est-à-dire vous pouvez avoir toutes les données pour votre site ou toutes les données sauf le blog, et après vous pouvez avoir une vue Google Analytics que pour le blog, d'accord? C'est pour pas mélanger les données, c'est pour avoir les données bien distinctes par rapport à votre blog, par rapport à votre page produit, etc. Si on veut, hein. Voilà. Un autre exemple d'une vue, c'est par exemple une vue par langue. Vous pouvez avoir votre site en français, donc une vue FR, et puis une vue espagnole, donc en espagnol ES, ou une vue anglaise, etc. D'accord? Donc par défaut, vous créez des filtres, pas par défaut, mais donc pour commencer, vous créez des filtres au niveau des comptes, hein. Donc là, vous créez des filtres ici, et puis vous les appliquez en créant des vues. D'accord? Donc ça c'est par rapport aux vues. Alors, comment créer les filtres? Parce qu'effectivement, cette partie, on n'a pas vu, mais c'est important. Déjà, on va cliquer sur tous les filtres pour voir déjà qu'est-ce qui existe comme filtre. Donc, il existe plusieurs types de filtres. Donc, par exemple, on peut exclure ou inclure un certain trafic. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, on a exclu le trafic qui provenait par exemple de mon IP ou de l'IP de mon collègue. Comment ça se passe? Donc là, on va ajouter un filtre. On va donner le nom à ce filtre. Donc par exemple IP, IP société. Donc en ce moment, on est quand même la plupart du temps en télétravail. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre les IP de quasiment de tous les collaborateurs qui sont susceptibles d'aller se connecter sur le site régulièrement, hein, pour pas générer du faux trafic. D'accord? Parce que si votre collègue et encore 30 personnes de la société par jour se connectent sur votre site, et comme ça tous les jours, et ben, ça finit par fausser les stats. D'accord? Donc il faudra effectivement les exclure. Donc par exemple, je donne le nom IP société, je sélectionne un type de filtre qui est prédéfini, je sélectionne exclure ou inclure uniquement ce trafic-là. Donc en l'occurrence, j'exclus le trafic qui provient du coup de la société ou de mon collègue, domicile de mon collègue. Donc je sélectionne la source et la destination. Donc par exemple là, hop, la source, c'est trafic provenant des adresses IP. Et après, je sélectionne égal à. Donc là, c'est facile. Si vous êtes chez vous, vous tapez tout simplement mon IP. Vous regardez quel est votre IP ici. Ah, donc là, c'est une IP un peu bizarre. On va prendre un autre site. Voilà. Donc là, c'est mon IP. Mon IP, après, encore une fois, il faut savoir qu'il y a des IP qui sont dynamiques et il y a des IP qui sont statiques, hein. Donc si c'est un IP statique, donc c'est-à-dire il ne va pas changer au bout de 24 heures ou 48 heures, tandis qu'effectivement, il y a aussi des IP dynamiques qui changent tout le temps. Donc s'il s'agit d'une IP dynamique, effectivement, vous n'allez pas pouvoir l'exclure. Mais la plupart du temps, c'est quand même fixe ou variable. Donc voilà, il y a des données. Les IP peuvent changer toutes les 24 heures, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même plutôt des IP statiques. Donc renseignez-les quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On copie cet IP, hop, on le met ici dans la partie Analytics, exclure trafic provenant des adresses IP, qui est égal à, et je colle mon adresse IP. Et là, on n'oublie pas qu'on applique ce filtre à une vue, hein. Par défaut, on a une vue qui est toutes les données du site web. Donc, c'est-à-dire là, toutes les données du site web vont avoir ce filtre-là que je viens de créer et enregistrer. Alors, voyons d'ailleurs ce filtre-là. Est-ce que mon adresse IP correspond toujours? Non. Mais bon, après, c'est vrai que ça dépend. Parce que là, je suis en partage de connexion. Du coup, mon IP est différente, tandis qu'à l'époque, j'étais sur un Wi-Fi. Voilà, donc ça veut rien dire en fait, ce que je voulais vous montrer. J'ai juste vérifié si l'adresse IP était statique ou dynamique, mais je me connecte avec différentes sources. Bon, allez, on ferme ça.
Voici comme ça, on crée des adresses IP, des filtres d'adresses IP. Donc ça, c'est très simple et très utile. Il y a d'autres types de filtres, donc par exemple, les filtres qui sont liés à la langue. Donc par exemple, je prends le trafic FR. Pareil, filtre prédéfini, exclure ou inclure, donc ça c'est vous qui voyez. Par exemple, inclure uniquement. Et trafic provenant vers les sous-répertoires, trafic provenant du domaine des FAI, trafic vers le nom, etc. Donc là, en l'occurrence, ça va être sous-répertoire et qui commence par, donc là, par exemple, FR. Oui, donc c'est-à-dire quand j'ai mon site, en anglais, prenons plutôt un exemple en anglais, donc là, souvent, je vais avoir ça. Slash, donc c'est-à-dire j'aurai quelque chose qui est comme ça, slash en, et après par exemple software BDES, voilà, j'aurai une adresse comme ça. Au lieu de cette page solution logiciel BDES, j'aurai une adresse slash en software BDES. Et toutes les pages en langue anglaise sur mon site auraient cette petite notion de slash en que je renseigne ici dans Analytics. Du coup, tout ce qui commence par en, du coup, ça va être inclus dans ce filtre-là. OK. Et voici, je l'ajoute. Comme ça, j'ai créé un filtre. Et après, grâce à tous ces filtres que j'ai créés, je vais pouvoir aller et créer une vue. D'accord? Donc, c'est-à-dire là, créer une vue. Par exemple, nom de la vue de rapport, par exemple, le site EN, site en anglais. Donc là, je sélectionne mon fuseau horaire France. Ici. Et puis, site web, créer une vue. Et l'étape suivante, ça sera du coup de définir des filtres. Alors, des filtres. Ah, mince, non. Alors, donc là, au niveau des filtres, en fait, j'ai sélectionné une mauvaise vue. Donc là, j'ai créé mon filtre tout à l'heure. Et par contre, là, ce qu'il faut, c'est que j'applique effectivement pas à toutes les données de mon site. Donc ça, je supprime, mais je vais l'appliquer au site EN. Voilà. Oui, donc ça, c'est logique. C'est-à-dire, j'ai créé mon filtre trafic EN dans lequel j'ai inclus uniquement le trafic vers les sous-répertoires qui commencent par slash EN ou qui commencent même pas par, mais qui contiennent. Voilà, contenant slash EN. Voilà, ça va être un peu plus précis. Et j'applique ce filtre effectivement à une vue que j'ai créée en amont. C'est-à-dire, il faut d'abord créer des vues et après créer des filtres et sélectionner la vue qu'il fallait. Site EN par exemple. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si je retourne sur mes vues, donc là, je vais avoir le paramètre de la vue qui va être ici. Donc, c'est-à-dire, j'ai créé une vue. Et après, je peux basculer d'une vue à une autre. Donc là, j'ai toutes les données du site. Et ici, j'aurai que les données du site en anglais qui n'existent pas d'ailleurs. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Ok, continuons. Donc j'espère que là, vous avez compris. En gros, ce qu'il faut faire, c'est d'abord on crée une vue. En ayant déjà une idée en amont, qu'est-ce que vous souhaitez faire, on crée une vue. Après, on va créer un filtre qui correspondra à la vue en question. Qui va être appliqué à la vue en question. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on arrive vers quelque chose qui est un peu plus intéressante et super importante, c'est ce qu'on appelle des objectifs. Objectif, ça répond à la question aussi de conversion qu'on avait commencé à traiter sur Google Ads. Parce que sur Google Ads, on a la possibilité de faire remonter les conversions de Google Analytics. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un objectif?
un objectif, prenons des exemples détaillés pour B2B, B2C. En B2C, un objectif, ça va être un achat, oui, un achat concret, donc c'est-à-dire un objectif sur Google Analytics, c'est une conversion. En B2B, en B2C, une conversion, c'est quoi? C'est un achat. J'ai acheté une robe, j'ai acheté un produit, j'ai acheté un téléphone, un vélo, un thé matcha, etc. Voilà, j'ai effectué une conversion. Et sur Google Analytics, vous avez la possibilité de paramétrer toutes ces conversions sous format objectif si vous souhaitez. Et à chaque fois qu'il y a une conversion, donc c'est-à-dire qu'il y a une vente sur votre site, ça remonte comme un objectif atteint. Et en même temps, vous pouvez même suivre le chiffre d'affaires parce que vous pouvez pour chaque objectif remonter le prix qui a été payé, etc. Donc en B2C, c'est assez simple. Quand je vends un produit, un service, c'est plus simple. Après, regardons côté B2B. En B2B, la plupart du temps, l'achat se fait, le cycle d'achat est un peu plus long et on ne va pas effectivement acheter une offre une offre de service ou un logiciel qui coûtera des milliers d'euros pour le déployer au sein de toute la société. On ne va pas l'acheter en 3 heures. Hein. Il nous faudra beaucoup plus de temps de réflexion, etc. Et donc après, des objectifs en B2B sont aussi différents. Donc, ce n'est pas toujours un achat qui a eu lieu, mais c'est plus des actions, des conversions, comme par exemple la demande de démo effectuée. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive sur ce site-là, un prospect en l'occurrence, donc arrive sur ce site, il se balade, il regarde les pages, il se retrouve, il se dit ok, c'est intéressant ce qu'ils font, il participe à un webinaire ou autre chose, et par un moment il dit tiens, je vais demander une démo de ce logiciel. En plus, elle est gratuite, etc. Donc, ça me va. Il remplit ce formulaire. Donc, je remplis ce formulaire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, par exemple, je vais mettre test Alicia. Hop, je vais remplir ce formulaire. J'accepte pas, n'importe. Et j'envoie ce formulaire. Donc, c'est-à-dire, je demande la démo. Je peux aussi demander un essai gratuit. Je peux m'inscrire en webinar, etc., etc. Donc, toutes ces actions-là peuvent être considérées en B2B comme une conversion ou un objectif. Oui. Donc, un objectif atteint, c'est détecter les leads. C'est grâce à ces formulaires de demande de démo, d'essai gratuit, d'inscription au webinar que vous allez détecter des prospects qui sont plus matures que d'autres. Là, on se souvient hein, des outils Marketing Automation, de tout ce que je vous racontais pendant les cours précédents sur Marketing Automation, quand on a 4 niveaux de maturité: intérêt, évaluation, achat, fidélisation. Et donc pour chaque niveau de maturité, je vais avoir des contenus qui sont appropriés, je vais avoir des actions aussi qui sont appropriées. Donc quelqu'un qui va demander la démo du produit ou l'essai gratuit, il va être déjà en phase d'achat. Oui, donc c'est-à-dire il est prêt à acheter, ou il évalue mais plutôt déjà prêt à acheter, et il veut tout simplement tester avant d'acheter, avant de s'engager pour des centaines d'euros ou pour des milliers d'euros. Voilà, donc en B2B, effectivement, une demande de démo, un essai, un devis, etc., tout ça, c'est considéré comme une conversion. Et derrière, déjà, c'est le travail du commercial de faire en sorte que cette démo se déroule bien et puis il y a un achat derrière, ou l'essai gratuit se passe bien et il y a un achat derrière. Donc, c'est-à-dire là, le marketing, il a fait son travail. Certes, il y a aussi des actions de fidélisation par la suite, mais là, normalement, quand quelqu'un en B2B demande la démo, demande essai gratuit, devis, etc., on passe le lead, le prospect au commercial, et c'est le commercial qui prend le relais et du coup, il continue avec la personne. Nous, on peut tout simplement lui envoyer des contenus en plus qui correspondent à son niveau de maturité, et tout ça, on peut faire avec des outils Marketing Automation qu'on a vu la dernière fois. Donc, voici une petite parenthèse concernant qu'est-ce que c'est une conversion, un objectif pour un site B2B et B2C. Donc, j'imagine bien que pendant tout ce discours-là, vous avez réfléchi à votre cas concret et vous avez déterminé qu'est-ce que c'est une conversion pour vous concrètement.
Donc ça, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que c'est une conversion pour vous? Sur votre site, après, on en aura plusieurs, hein, plusieurs possibilités. Donc déjà, une, deux, inscription webinar 3, demande de newsletter 4, demande de contact 5, etc. Donc vous pouvez voir que sur un seul site, on a plusieurs possibilités de conversion et chaque conversion ne va pas une conversion ne veut pas l'autre, oui. Donc la demande de démo n'est pas égale à juste inscription à la newsletter, etc. C'est pas la même importance, mais c'est intéressant quand même de tout suivre. Après, donc une fois que vous avez décidé qu'est-ce que c'est une conversion pour vous, regardons déjà comment est-ce qu'on les crée sur Google Analytics. Déjà, vous avez la possibilité de faire un nouvel objectif, de créer un nouvel objectif. Donc là, vous voyez, il y en a déjà pas mal. Je ne vais pas créer un nouvel, je vais prendre celui qui existe déjà et du coup, sur celui-là, sur un exemple concret, je vais vous faire la démo. Donc par exemple, téléchargement liste BDES. Alors, je trouve la page en question. Voilà, donc ça c'est une ressource. Télécharger la liste des indicateurs de la BDES, calculable à partir des SN. Donc c'est-à-dire là, c'est juste une petite page qui explique qu'est-ce qu'on a et puis un formulaire qui permet de télécharger le document. Le document, c'est plutôt un document premium, donc qui permet de voir des choses importantes pour les gens qui s'y connaissent. Voilà, donc effectivement, c'est une niche, c'est un secteur spécifique, mais c'est un exemple. Et donc là, en remplissant ce formulaire, je vais du coup convertir sur le site en question. Donc, regardons maintenant comment était paramétré l'objectif sur Google Analytics. Donc déjà, j'ai configuré l'objectif et là, j'ai dit que l'objectif est personnalisé. D'accord? Donc, j'aurais pu choisir tout simplement un des modèles. N'importe, ça ne change absolument rien. Je continue et je passe à l'étape suivante où il y a la description de l'objectif. Description de l'objectif, donc là tout simplement c'est le nom, hein, téléchargement liste BDES pour que je sache de quoi ça parle déjà. Et puis il y a le type d'objectif à choisir. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, donc cinquième il n'est pas actif. Donc il y a 4 objectifs. Le premier, et celui qui est le plus simple à paramétrer, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est le type de destination. Un objectif de destination, il est adapté à des formulaires. Donc la destination, pourquoi? Parce que quand je remplis un formulaire, donc par exemple celui-là, hein, comme on a pris cet exemple-là, quand je remplis un formulaire, donc hop, je vais prendre celui-là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, j'ai mon site internet avec l'URL liste des indicateurs de la BDES. Cette URL-là. Je vais remplir le formulaire et regarder attentivement sur l'URL et la page. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'URL a changé. Donc, c'est-à-dire, j'ai changé de destination. Oui, donc la destination a été changée. Donc, je suis allée sur une autre page et cette page, c'est pas n'importe quelle page, c'est la page de confirmation. Confirmation du téléchargement de la liste BDES. J'ai fait la demande, j'ai reçu la BDES par l'email et en plus, j'ai eu une petite confirmation sur la page. Ce qui fait que ce type d'objectif, si je souhaite paramétrer un objectif pour ce formulaire en question, ça sera l'objectif de destination. Parce que là, je change d'URL. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Pour chaque formulaire sur votre site, vous pouvez très facilement faire une page de remerciement, une page de confirmation, etc. Même pour le panier, pour un achat, vous avez toujours une page qui vous dit merci de votre achat, merci. Votre achat, votre commande a bien été prise en compte, etc. Oui, il y a toujours cette page de confirmation. Donc c'est pour ça, l'objectif de destination, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Après, on a l'objectif de durée, donc c'est-à-dire on peut dire que si un contact est
rester sur mon site au-delà de 2 minutes, 3 minutes, etc. Donc, ça veut dire que la durée était atteinte, la durée maximum était atteinte et l'objectif a été atteint. Donc pour moi c'est assez flou, hein. Mesurer l'objectif par la durée de visite, ça nous donne pas grand-chose parce qu'on ne sait pas derrière qui c'est, on sait pas, on sait rien à part la durée. Donc c'est peut-être pas super important, pas super intéressant, donc vous pouvez le faire, mais c'est pas quelque chose qui se pratique souvent. Après, vous avez aussi la possibilité de faire de type nombre de pages ou écran par session, pareil. Donc si vous dites que pendant une session, un utilisateur doit visiter 3 pages et c'est au bout de 3 pages visitées, l'objectif est atteint, oui d'accord, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça vous donne? Oui. Il n'y a rien de concret derrière. Il y a juste le nombre de visites qu'on peut déjà voir ailleurs. Donc peut-être pas la peine de créer carrément un objectif. Et après, quatrième version donc, de type d'objectif, c'est assez intéressant, c'est événement. Événement, c'est par exemple, vous avez sur votre site une vidéo ou autre chose, où vous avez tout simplement un document qui se télécharge sans formulaire, mais juste j'ai un bouton, genre télécharger, je clique et le téléchargement se déclenche. Donc du coup, l'objectif de type événement est utile pour ce type de choses. Pour comptabiliser le nombre de clics sur un bouton, pour comptabiliser le nombre de fois où la personne va cliquer sur regarder la vidéo, etc. D'accord? Donc événement. C'est-à-dire là, je vais mesurer la vue, je vais mesurer le clic sur un document, etc. Ça, c'est un peu plus difficile à configurer. Il faut aller dans le code, il faut rajouter, il faut rajouter quelques lignes de code. C'est pour ça, par défaut, pour un marketeur, ce qui est plus simple, c'est l'objectif de type destination. Parce qu'on peut toujours créer une page de confirmation très facilement sur WordPress, sur PrestaShop, n'importe. C'est vraiment très facile à faire. Donc, on va rester sur ce même exemple. Donc, on a vu tout à l'heure que j'ai renseigné le formulaire et j'étais dirigée vers cette page de confirmation. Donc, prenons maintenant Analytics. Mon objectif, je sélectionne destination, je continue. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir cette destination, c'est-à-dire où est-ce que vous souhaitez que l'internaute soit dirigé. Et c'est à l'affichage de cette page que vous renseignez ici, l'objectif va être comptabilisé comme atteint. D'accord? Donc là, destination, c'est vous qui déterminez. Et là, vous choisissez aussi, est-ce qu'il est égal à, commence par ou expression régulière. Moi, j'ai sélectionné commence par. Voilà, donc là, mon URL commence par confirmation, téléchargement, liste BDES. Voici exactement le même lien. Donc, c'est-à-dire là, vous prenez tout simplement, hop, ça. Pas la peine de prendre tout l'URL parce que même Google, il vous précise utiliser /merci HTML plutôt que www.exemple/merci HTML. D'accord? Donc, c'est-à-dire pas la peine de prendre le nom de domaine. Vous prenez tout simplement tout ce qui vient après le premier slash. Donc, c'est-à-dire là, hop, .fr/, vous prenez tout ça et vous collez au niveau de destination. Et vous dites qu'à chaque fois, vous dites à Google Analytics, à chaque fois que cette page-là va être affichée sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs, sur n'importe quel navigateur, sur Chrome, n'importe. À chaque fois que cette page va être affichée, l'objectif va être atteint. La valeur maintenant. Donc la valeur pour le B2C, quand vous vendez un produit ou un service avec un prix, c'est facile. Donc là, vous pouvez mettre par exemple la valeur, c'est pour chaque téléchargement de ce formulaire, je gagne potentiellement $500. Donc ça, c'est facile à faire si on vend quelque chose de tangible. Quand c'est intangible, comme par exemple là, je définis la conversion pour le téléchargement d'un document qui est une brique dans ma stratégie de communication pour atteindre
pour faire mûrir les gens et pour les faire passer d'une étape de maturité vers une autre. Oui, donc c'est un contenu premium, un contenu premium que j'ai créé et que je mets en avant pour que les gens soient un peu plus matures, pour qu'ils finissent au final par demander la démo ou un essai gratuit et acheter mon logiciel. Mais pour le moment, à ce stade-là, c'est difficile pour moi de calculer à combien réellement va coûter, non, pas comme ça, combien réellement va m'apporter le téléchargement de cette liste BDES. Oui, ça peut m'apporter zéro si la personne au final le télécharge et oublie, mais ça peut m'apporter aussi le prix de mon logiciel à l'année ou au mensuel, si je suis mensualisée. Euh, si au final la personne finit par être convaincue et achète. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est quand même assez difficile et dans le cas concret comme le nôtre, on va rien renseigner. Tandis que si vous vendez un produit, là effectivement vous pouvez activer la valeur. Entonnoir de conversion, à quoi ça sert? En fait, c'est facultatif aussi, mais vous pouvez quand même l'activer et dire que si l'internaute passe sur ces pages-là, comme par exemple, donc là, le nom c'est la page d'accueil, et là vous avez le slash, donc la page, ou par exemple, non, on va faire même comme ça, genre si l'internaute passe sur logiciel BDES, là, vous mettez l'URL et vous définissez aussi est-ce que c'est obligatoire ou pas. Et dans ce cas-là, on va dire OK. Donc, si l'internaute passe effectivement votre chemin que vous avez dessiné et en plus vous l'avez rendu obligatoire, l'objectif va être comptabilisé que dans ce cas-là. Donc, s'il passe toutes les étapes et en plus il convertit. Donc là, vous voyez, vous compliquez déjà la tâche à l'internaute. C'est-à-dire, elle va convertir, mais Google ne va pas toujours prendre ça en compte parce qu'il y a des règles assez strictes. Donc c'est pour ça, moi, j'ai tendance de ne pas renseigner l'entonnoir de conversion. Pourquoi pas, à vous de voir. Hein. Vous pouvez tester, après, vous n'êtes pas obligé de l'activer, c'est facultatif. Et après, donc, vous pouvez vérifier cet objectif. Donc là, comme j'ai déjà des stats sur mon site, il y a déjà des gens qui ont téléchargé ce formulaire, qui ont rempli ce formulaire. Donc j'ai déjà un petit pourcentage. Donc là, je vois que l'objectif a été renseigné correctement. Si vous n'avez jamais fait encore de cet objectif, si cette page de confirmation elle est toute récente, et il n'y a personne à qui elle était affichée, dans ce cas-là, ça sera toujours à zéro, mais ne vous découragez pas, enregistrez quand même cet objectif, hop, et voici, il est là. Donc, il est où? Il est là. Donc, et là, je vois que pendant les 7 derniers jours, il a été accompli 7 fois. Donc, c'est-à-dire 7 fois, le téléchargement de cette liste BDES a été effectué pendant les 7 derniers jours. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair parce que c'est une étape cruciale, on va dire, dans la création des objectifs. Donc pour juste récapituler si on peut, ce que je préconise, c'est que je préconise les objectifs de destination parce que c'est le plus simple à faire. Et pas besoin de connaissances techniques, de quoi que ce soit. Donc, et après, c'est aussi ça crée une certaine réassurance aussi à l'internaute. Hein. Quand on remplit un formulaire, on aime toujours avoir une confirmation bien précise, bien claire, certes par email, mais aussi sur le site web. Parce que des fois, on a juste des petites fenêtres, des pop-up assez éphémères qui apparaissent, mais des fois on ne les a pas vus, on n'a pas fait gaffe, etc. Et du coup on n'a pas compris est-ce que le formulaire a été envoyé ou pas correctement. Donc le mieux c'est de toujours créer une page de confirmation, une page de remerciement suite à tous vos formulaires et à tous vos achats, bien évidemment. Donc, et après, vous avez vu, c'est quand même assez simple. On configure objectif assez facilement. Donc là, tous mes objectifs, c'est de destination. Tout ce qui est de configurer, c'est destination.
Après, donc, sortons de cette catégorie vue objectif. Maintenant, si je regarde qu'est-ce qui peut être utile encore, dans cette partie, c'est peut-être annotation, pourquoi pas. Annotation, donc par exemple, vous voyez, c'est des petits messages comme ça, nouveau site WordPress en ligne. Donc là, il a été mis en ligne le 23 novembre. Nouvelle annotation, par exemple, sortie de confinement, hein, pour voir si le déconfinement va jouer sur votre business ou pas. Donc pourquoi pas, on met des dates, etc. Ok. Donc ça, c'est des annotations. Qu'est-ce qui peut être aussi utile? Des alertes, voilà, des alertes, ça peut être pas mal. Donc là, vous voyez, trafic très faible. Donc vous passez par créer une nouvelle alerte ici. Vous donnez le nom. Moi, je ne vais pas créer une nouvelle, je vais prendre celle-là. Donc vous donnez le nom, trafic très faible. Vous sélectionnez la vue à laquelle elle est du coup associée. Toutes les données du site web, la période par jour, donc c'est-à-dire ça sera une alerte par jour si jamais il y a un problème qui survient. Envoyez-moi un email. Vous sélectionnez votre adresse mail et puis on sélectionne aussi les conditions de l'alerte. Oui, à quel moment il faut vous alerter. Là, je sélectionne parmi tout ce qui est proposé par Google, ici, hop, tout ça, etc. Donc je sélectionne, mais par défaut c'est ça. Par défaut, c'est tout de suite paramétrer tout le trafic et m'avertir quand les sessions sont inférieures à 10 par jour. Hein. Donc c'est-à-dire quand il y a moins de 10 connexions sur le site, il faut m'avertir par jour parce que c'est pas tout à fait normal. Oui, d'habitude j'ai un peu plus de connexions. Et voici, vous enregistrez votre alerte. Continuons. Donc et ici, je pense que oui, après rapport enregistré, on les verra à un autre endroit. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal au niveau de ces trois parties. Compte, propriété et vue. Alors, donc faisons une petite pause et après, dans la troisième vidéo, on va regarder tous les rapports qui vont être intéressants du coup en B2B, B2C, n'importe. Hein.